Tous les phénomènes actuels que nous avons explorés s'accompagnent nécessairement de l'augmentation des radiations. Pas seulement sous forme d'événements ponctuels et spectaculaires, mais aussi comme un fond continu, diffus, persistant, qui traverse silencieusement les structures du vivant. Avant toute transformation majeure, un système traverse une phase critique. Les fluctuations s'enflamment, la stabilité diminue et des oscillations nouvelles apparaissent. Le système devient plus sensible, plus réactif. Une petite perturbation peut déclencher un basculement lorsque le seuil est proche. Ce phénomène, appelé transition de phase, correspond à l'émergence d'un nouvel ordre, plus cohérent avec les conditions présentes. Ce n'est pas encore le basculement, mais la préparation d'une nouvelle organisation. Thomas Samuel Kuhn est célèbre pour avoir introduit le concept de changement de paradigme. Et nous y sommes, totalement. Il décrit un processus identique. Un modèle domine, les anomalies s'accumulent, une crise apparaît, un nouveau cadre de pensée émerge. James Webb, par exemple, révèle une cosmologie qui ne rentre plus dans le cadre de l'ancien modèle. Les théories standards ne tiennent plus. Plusieurs astrophysiciens l'ont dit explicitement. Le modèle cosmologique est en crise. Et il n'est pas le seul. C'est exactement ce qui se produit lorsqu'un paradigme agonisant rencontre une autre lecture du monde. Les systèmes vivants, lorsqu'ils sont soumis à une pression croissante, entrent en phase critique et doivent se réorganiser. Nous ne sommes pas en dehors de cette dynamique. L'époque que nous traversons actuellement, et ce depuis 250 ans de façon exponentielle, est arrivée à un point de convergence, d'accélération interagissante, imbriquée, qui amplifie les trois mouvements, cosmique, planétaire, la vie sur Terre. Le petit homme n'est pas extérieur à ce mouvement. Les crises actuelles ne peuvent pas être comprises avec une pensée fragmentée, linéaire et binaire. Les phénomènes majeurs auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui sont interconnectés. Le dérèglement du climat, par exemple, n'est pas seulement une question de température. Il implique un ensemble de systèmes en interaction. Océan, atmosphère, biosphère, cryosphère, activité solaire et galactique, dynamique géologique et activité humaine. Les phénomènes terrestres et cosmiques sont couplés. Les phénomènes galactiques impactent le système solaire, l'activité solaire influence la haute atmosphère, les cycles orbitaux modifient le climat à long terme, les interactions magnétiques Terre-Soleil affectent certaines dynamiques. Ces phénomènes sont étudiés dans les domaines comme l'héliophysique, la climatologie planétaire. Les grands systèmes de la Terre fonctionnent plutôt comme des réseaux d'interaction, des boucles de rétroaction, des équilibres instables. C'est ce que les sciences appellent des systèmes complexes. Et dans ces systèmes, de petites perturbations peuvent parfois produire de grands effets. C'est la théorie du chaos. En 1969, les scientifiques ont découvert dans les météorites des acides aminés, les briques de base des protéines, des sucres, dont certaines proches du ribose utilisées dans l'ARN, des bases nucléiques, les molécules qui composent le code génétique. Ces bases sont celles utilisées par l'ADN et l'ARN. Cela signifie que les briques du code génétique existent déjà dans le système solaire primitif. Les briques chimiques du vivant existent dans l'espace. La biosphère terrestre est continuellement bombardée de météorites provenant des profondeurs du système solaire, des régions galactiques. Les chercheurs parlent de panspermie moléculaire. L'idée n'est pas que la vie arrive toute faite, mais que les ingrédients chimiques du vivant sont fabriqués dans l'espace. Ces briques se forment dans les nuages interstellaires, se retrouvent dans les astéroïdes puis sur les planètes. L'énergie et le rayonnement transportent des effets qui structurent le vivant. La biosphère évolue dans un environnement cosmique dynamique. Au sein de l'enveloppe corporelle physique, le petit homme est constitué de plus de 37 000 milliards de cellules, voire plus, qu'elles-mêmes contiennent approximativement 100 000 milliards d'atomes chacune, faits de protons, de neutrons, d'électrons, sans compter le subatomique. Les principaux sont l'hydrogène, l'oxygène, l'azote et le carbone, pour 96% de l'ensemble. Ce que le petit homme appelle la matière, l'énergie et les flux cosmiques participent aux conditions dans lesquelles le vivant apparaît et évolue.
Le petit homme n'est pas sous une seule pression, mais à l'intersection de pressions biologiques, informationnelles et structurelles qui s'intensifient simultanément. Donc, croire que rien de ce qui se passe actuellement n'a d'impact démontrerait que le petit homme se pense toujours séparé du vivant et qu'aucune interaction n'existe entre lui et l'environnement plus vaste. Certains physiciens pensent aujourd'hui que l'information pourrait peut-être une propriété fondamentale de l'univers, au même titre que l'énergie ou la matière. Les flux de lumière, de particules et d'ondes qui traversent l'espace transportent bien plus que de l'énergie. Ils portent aussi l'information, un potentiel encore sans forme, capable d'interagir avec la matière et de participer aux dynamiques évolutionnaires. Le vivant comme système de traitement d'information, la biologie moderne voit de plus en plus le vivant comme un système qui capte des signaux, traite de l'information, s'auto-organise. Lorsqu'une énergie est reçue de manière brutale, massive, non intégrable, elle peut provoquer une désynchronisation profonde des processus biologiques, d'un système débordé, incapable d'absorber le choc. À l'inverse, lorsque l'exposition est continue, diffuse, progressive, certains systèmes vivants semblent capables d'un tout autre travail, une intégration lente, une réorganisation interne. L'énergie reçue participe à une forme de transmutation fonctionnelle, une restructuration organisationnelle. Comme si le vivant, confronté à une énergie omniprésente continue, avait trouvé des voies d'adaptation structurelle plutôt qu'une réponse de rupture. Cela suggère une chose essentielle. La manière dont une énergie est reçue, sa violence, son rythme, sa continuité est déterminante. Ce n'est pas seulement la quantité d'énergie qui compte, mais sa capacité à entrer en synchronisation avec tous les processus du vivant. Or, depuis 250 ans, la montée en puissance se fait par paliers. Il ne s'agit pas d'un changement de forme visible, mais d'une modification profonde de l'organisation interne, d'un ajustement, laissant une empreinte durable. Le désordre apparent laisse alors place à un modèle hautement structuré où émergent des rythmes, des oscillations coordonnées dans l'espace et dans le temps, parfois d'une étonnante complexité. Ce basculement surgit de l'intérieur même du système, lorsque l'énergie cesse d'être dissipée au hasard et devient porteuse de cohérence. Là où l'on attendait une agitation sans règle, apparaissent des formes dynamiques, presque chorégraphiques. Ce phénomène révèle une propriété fondamentale du vivant et plus largement de la matière. Sous certaines conditions, l'énergie, le feu électrique associé aux photons, provoqués par les rayonnements cosmiques et galactiques de cette zone à haute densité, peuvent peut-être être le déclencheur d'une évolution. À cela s'ajoute l'environnement planétaire artificiel, lié aux activités humaines, lui aussi un des facteurs importants. L'humanité vit une accélération majeure horizontale, révolution industrielle, explosion technologique, croissance des connaissances scientifiques, augmentation des flux d'informations. Un concept souvent utilisé est celui de grande accélération. Dans ce cadre, population, consommation d'énergie, innovation technologique, transformation des écosystèmes ont toutes des courbes exponentielles depuis environ 1750. Or aujourd'hui, les deux sont invités, l'une par des activités humaines inconscientes, l'autre par le cosmos lui-même. Tout cela stimule des transformations majeures dans les systèmes biologiques. Le petit homme est entré dans la phase critique de la chrysalide. L'absorption des afflux d'énergie, du feu électrique, de la lumière photonique et des informations, des données qui n'ont pas encore de forme, participe de la métamorphose au sein de la chrysalide. L'astrobiologie démontre que les rayonnements cosmiques influencent l'évolution sur Terre. La physique solaire constate que les variations du champ solaire modifient le taux de mutation des espèces, impactent sur les systèmes électriques internes et les échanges par impulsion électrique au niveau du cœur, du système nerveux, des cellules. La photobiomodulation cellulaire utilise les photons pour modifier les mitochondries et l'expression de l'ADN. La lumière photonique porte en elle l'empreinte d'information, joue un rôle dans l'émergence de nouvelles fonctionnalités. L'épigénétique
étudie très sérieusement l'impact induit par l'environnement cosmique sur l'activation des potentiels dormants dans l'ADN. Et pour aller plus loin, voici ce que les sciences révèlent aujourd'hui. L'évolution ne serait pas seulement le produit du hasard et de la sélection, mais l'activation progressive de potentialités latentes déjà présentes dans la structure du vivant, sous l'influence des rayonnements, photons, neutrinos, rayons cosmiques, des champs magnétiques, gravitationnels, électromagnétiques, des conditions astrophysiques locales, cycle solaire, position galactique. Cela repose sur 4 piliers scientifiques établis. En épigénétique, la latence génomique montre que le génome contient des gènes dormants, des séquences non exprimées, des capacités potentielles non activées. La sensibilité du vivant au rayonnement modifie l'ADN, module l'expression des gènes, stimule les mitochondries, déclenche l'apparition de mutations structurées ou une désorganisation totale. La mémoire structurelle de la matière atomique conserve leur trajectoire de formation, supernova, fusion stellaire, désintégration, leur configuration énergétique, structure fréquentielle, les empreintes mnésiques de leurs états propagées par des photons. Il y a également la transmission intergénérationnelle élargie au niveau de l'ADN, des états chimiques, des configurations énergétiques qui ne se limitent pas à l'hérédité, mais à une héritabilité non génomique, les biophotons et les interactions champ-cellule. L'évolution devient alors un processus dynamique, non seulement biologique, mais cosmobiologique. Les interactions sont constantes au sein des cellules, entre les organes, le feu électrique entre en résonance avec les systèmes internes, les photons et les biophotons dialoguent, échangent, s'enrichissent mutuellement de nouvelles informations. L'innovation biologique naturelle est à l'œuvre. Un exemple flagrant, le néocortex humain, un jeune arrivant dans l'histoire du vivant, il est loin d'avoir activé tout son potentiel. Il contient des zones silencieuses, des capacités endormies, comme des pièces d'un palais dont nous n'avons pas encore franchi les portes. La science moderne nous a donné des outils extraordinaires. Elle a permis d'expliquer une grande partie du monde matériel. Mais depuis quelques années, quelque chose se fissure. Le modèle matérialiste, celui qui dit que tout est réductible à des particules, ne suffit plus. Trop d'anomalies, trop de signaux, trop d'observations qui débordent. Comme si l'univers lui-même poussait les limites de notre compréhension. Nous vivons un moment étrange et fantastique à la fois. Un moment où les phénomènes que nous observons, dans la Terre, dans le ciel, dans la matière et même dans l'humain, ne correspondent plus aux anciennes explications. Les anciennes cartes ne suffisent plus pour décrire ce que nous observons. Les instruments s'affinent, les données s'accumulent et soudain, l'univers apparaît autrement. Ces innovations biologiques naturelles ne proviennent pas uniquement des briques issues du cosmos, mais aussi d'anciens virus intégrés dans notre ADN au cours de l'évolution, sans compter toutes les pressions absorbées. L'évolution ne ressemble donc pas à un glissement lent. Elle fonctionne aussi par phase d'accélération, où l'organisation du vivant peut se reconfigurer beaucoup plus rapidement que ce que l'on imaginait. Et cette dynamique, nous la retrouvons aujourd'hui, au cœur même du développement du petit homme. L'univers est vibration. Les ondes transportent des instructions physiques qui participent à l'activation du potentiel inscrit dans les faisceaux du cocon et transforment la matière. Elles modifient les états possibles. Un électron change d'orbite, une molécule se réarrange, un gène s'exprime autrement. Le vivant est un orchestre sensible aux fréquences. Il est lui-même fréquence. Le monde actualise des potentialités latentes par l'interaction des ondes et des structures. Ce n'est pas une mystique du déterminisme, c'est une proposition scientifique, poétique, que la réalité se construit en résonance. Face à cela, tous les phénomènes observables actuellement, et ce depuis plusieurs années, provoquent des surcharges électriques, sans compter l'électricité artificielle produite par nos technologies. Cette surcharge électrique devient un facteur systémique, multifactoriel et cumulatif. Lorsque les flux externes augmentent, ils ne s'arrêtent pas aux frontières de l'atmosphère et ne se contentent pas de frôler la Terre. Ils la traversent, la font vibrer, la mettent en résonance.
lorsque l'activité électromagnétique globale s'intensifie, lorsque les mouvements s'accélèrent, lorsque ces pressions se combinent, ce n'est plus seulement une adaptation qui est en jeu. Les systèmes biologiques doivent compenser, y compris ceux du petit homme, car le vivant est avant tout une interface hautement sophistiquée, réceptrice, amplificatrice et émettrice. Un ensemble de membranes de circuits, des réseaux capables de capter des variations infimes, des photons au courant électrique, des ondes électromagnétiques au rythme cosmique. Lorsque le tempo des champs change, la réceptivité change. Cependant, tout dépend de la qualité réceptrice du cocon, de la manière dont l'information pénètre, circule et s'organise dans l'enveloppe corporelle. C'est là que commence l'histoire intime de la métamorphose. Non plus seulement à l'échelle de la Terre ou du cosmos, mais au cœur même du petit homme, dans son moule, son cocon et son corps. Certains y parviennent facilement, d'autres moins. Comme dans un orchestre, la musique ne naît pas seulement des instruments, mais de leurs relations, de leur ajustement subtil et de leur tension. L'espace qui les accueille conditionne la résonance. Une acoustique juste révèle les nuances et unit les présences, tandis qu'un milieu mal accordé étouffe l'harmonie. N'oublions pas que le petit homme est une harmonique incarnée résultant des faisceaux ondes-particules qui se sont regroupés dans le moule, puis le cocon, et se manifestent dans l'enveloppe corporelle. N'oublions pas également que les atomes dont il est constitué proviennent de multiples endroits du cosmos, et de ce fait, reçoit les fréquences avec lesquelles il est accordé. Et lorsque le tempo change, chaque harmonique incarnée doit apprendre à se réaccorder autrement, à activer peut-être des modules restés jusque-là en dormance. Le petit homme est sous haute tension. Lorsqu'un système traverse une phase critique, comme un orchestre avant un concert, il doit s'accorder et entrer en résonance. Sans accord, il y a du bruit. Avec ajustement, il y a cohérence. De nombreux chercheurs et scientifiques de tout horizon et toute discipline l'annoncent depuis plus de 100 ans. Ce qu'ils disent est toujours le même message sous différentes formes. La matière n'est pas première. La matière est un état de la cohérence. L'information et l'organisation précèdent la forme. Ce qui se joue est bien plus profond. Un changement de regard, un changement de paradigme, une autre représentation du monde, une nouvelle façon d'habiter la vie s'impose. Nous passons progressivement d'une lecture binaire de cause à effet à une compréhension plus systémique, où tout interagit, se répond et se transforme en permanence. Dans ce mouvement, des reconfigurations internes s'opèrent, y compris synaptiques. Les structures du vivant s'ajustent, se réorganisent, ouvrent d'autres possibilités. Ce que le petit homme traverse ressemble à une phase que le vivant connaît bien, un moment où l'organisation existante ne peut plus se maintenir telle qu'elle était, un moment de désorganisation pour une reconfiguration, un entre-deux, ni tout à fait l'ancien, ni encore le nouveau, une phase invisible mais décisive, ce que certains appellent une chrysalide. Et dans cette phase, deux dynamiques coexistent déjà, deux manières d'être au monde, deux niveaux d'organisation qui ne se rencontrent presque plus. Ce n'est pas une évolution progressive, c'est un changement d'état, et nous sommes en plein dedans. C'est ce que nous allons explorer maintenant, le passage de la chenille au papillon.